De retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, nous allons parler de l'offre de formation de la faculté Roger Thomson de Saint-Claude. Et à cet effet, je reçois le doyen qui n'est autre que Pascal Nanou. Bonsoir monsieur Nanou. Bonsoir monsieur Luce. Alors on entend effectivement beaucoup parler du site de Fouillol, ça reste quand même le plus connu, mais l'Université des Antilles est dispatche sur plusieurs pôles en Guadeloupe, dont le deuxième plus important est basé à Saint-Claude. Et donc vos spécialités sont les lettres et sciences humaines. Absolument, c'est tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs déjà comment on s'est retrouvé à avoir un découpage, une université en plusieurs pôles ? Alors c'est un découpage qui, si je ne m'abuse, remonte à plusieurs décennies, au moment de la création de l'Université des Antilles-Guyane, puisqu'il faut pas oublier que nous faisions auparavant partie d'un ensemble plus vaste. Eh bien, il a été décrété que à la Martinique reviendraient donc les enseignements de littérature, de langue, d'histoire, de géographie, et à la Guadeloupe les sciences exactes. Voilà. Et donc cette segmentation, si je puis dire, a perduré dans le temps. Dieu merci, les choses ont évolué, lentement, mais sûrement, puisqu'il aura fallu attendre près de 40 ans et une volonté politique très forte de la part de la gouvernance de l'Université des Antilles, en l'occurrence celle du professeur Eustache Janqui, pour que notre département pluridisciplinaire devienne une faculté de lettres et de sciences humaines de plein exercice. Donc, on est d'accord que vous êtes de plein exercice ? Absolument, nous sommes une faculté de lettres de plein exercice depuis 2020, depuis ce glorieux mois de novembre 2020. Très bien. Alors, qu'apprend-on ? Alors, nous proposons 3 licences que l'on pourrait qualifier de licences classiques ou académiques. En premier lieu, la licence de lettres. Avec des enseignements évidemment qui sont liés à tout ce qui relève de la maîtrise de l'expression écrite, de l'expression orale, la littérature bien entendu, littérature francophone, littératures étrangères, littérature caribéenne en bonne place, une licence également d'humanité, qui est donc la nouvelle appellation de notre ancienne licence d'histoire, avec évidemment un intérêt tout particulier pour cette licence, puisque nous sommes depuis quelques années, Dieu merci, dans une vaste entreprise de réappropriation de notre histoire locale, de notre histoire caribéenne. Donc c'est évidemment une licence qui revêt une importance stratégique pour nous. Et enfin, la licence de langues étrangères appliquées, avec 2 langues, l'anglais et l'espagnol, qui sont donc étudiées et enseignées au même niveau, ce qui nous amène par la suite à former des opérateurs multilingues, c'est-à-dire des étudiants parfaitement polyglottes. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement que vous êtes un peu les garants de notre patrimoine ? Je ne sais pas si je peux avoir cette prétention, mais en tout état de cause, nous sommes les garants d'une volonté de mener notre jeunesse guadeloupéenne vers un dépassement d'elle-même, vers une quête de l'excellence, même si le mot est aujourd'hui beaucoup galvaudé, mais il est évident que nous avons cette volonté, que nous avons cette ambition. Par ailleurs, à côté de ces 3 licences classiques ou académiques, nous disposons aussi d'une licence professionnelle de gestion des projets artistiques et culturels. Donc là, nous sommes davantage dans ce qu'il est convenu d'appeler l'ingénierie culturelle, avec la formation de futurs professionnels, de futurs chargés de projet dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine du spectacle, dans le domaine de la production audiovisuelle. Et enfin, nous disposons aussi, depuis 2 ans, d'un master de géographie avec une forte orientation développement durable et urbanisme, aménagement du territoire. Est-ce que ces formations ont été bien ciblées effectivement pour répondre à des besoins du territoire ? J'ai la faiblesse de le penser. Je vous parlais à l'instant de cette licence professionnelle. Elle est le fruit d'une longue concertation avec les différents acteurs de la place, différents acteurs de la culture, différents acteurs donc des collectivités territoriales, de façon à insérer le plus parfaitement possible nos futurs diplômés. Quant au master dont je parlais à l'instant, eh bien, il a pour vocation en effet d'appuyer les collectivités territoriales, que j'évoquais aussi à l'instant, dans leurs besoins en spécialistes de l'aménagement du territoire. Parce qu'effectivement, vous parliez aussi du domaine, par exemple, de l'événementiel. On sait qu'on a beaucoup de mal à structurer nos filières ici en Guadeloupe. Donc souvent en forme, mais il n'y a pas de débouché puisqu'il n'y a pas de marché existant. Est-ce que tout le monde travaille en synergie, effectivement, pour qu'on arrive à créer, par exemple, cette filière de l'événementiel, donc avoir des jeunes formés, mais aussi des circuits pour les intégrer ? Oui, absolument. Nous travaillons notamment, je l'ai dit à l'instant, avec de grandes structures comme la
l'archipel, mais aussi comme le centre SONIS, dont la direction travaille à nos côtés et enseigne aussi à nos côtés. Nous avons la chance d'avoir des artistes guadeloupéens de renom qui travaillent aussi avec nous à l'université. Je pense notamment à M. Pierre Bacas, plus connu sous le nom de Chris. Et puis surtout, M. Luce, il faut préciser que tout cela a été pensé et réfléchi. Nous avons de petits effectifs, en l'occurrence une quinzaine d'étudiants, précisément pour garantir, autant que faire se peut, une insertion professionnelle réussie. D'accord. Donc des formations un peu sur mesure par rapport aux besoins du territoire dans ce cas-là. C'est tout à fait exact. Alors je vais revenir sur une des licences que vous proposez qui me semble capitale. C'est la licence Humanité. Oui. Donc vous avez rebaptisé un peu le volet Histoire. Ça veut déjà beaucoup dire pour moi, je pense, de rebaptiser le volet historique en Humanité, puisqu'on sait que l'histoire a été écrite globalement par les vainqueurs la plupart du temps. Ce sont des versions qui sont un peu unilatérales très souvent, donc on doit un peu rétablir certaines vérités. Est-ce que c'est pas une licence qui est un peu risquée, on va dire entre guillemets? Alors, non, absolument pas. C'est une licence qui est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, puisque nous sommes, je le disais en préambule, bien dans une perspective de réhabilitation de nos héros, de notre histoire, réhabilitation, réappropriation, d'où la nécessité d'avoir des certitudes historiques, d'être confronté à la réalité des faits, avec des experts dans leur domaine. Donc c'est une licence qui aujourd'hui est indispensable. Mais c'est délicat effectivement par rapport au mouvement woke par exemple, qui remet un peu en perspective un peu tout ce qui s'est passé. On a aussi certaines personnes qui sont très sensibles au révisionnisme historique, qui n'acceptent pas que certaines vérités ou contre-vérités arrivent effectivement à émerger. Donc comment on arrive à s'en sortir un peu dans le milieu scientifique dans lequel vous évoluez? Alors mes collègues d'histoire sont d'éminents chercheurs, ce sont des scientifiques avant toute chose, monsieur Luce. C'est-à-dire que le propre du scientifique, même si je ne suis pas enseignant-chercheur moi-même, mais le propre du scientifique, disais-je, c'est de s'appuyer sur des faits incontestables, établis, avérés, n'est-ce pas, des sources, travaille donc sur des archives, sur des ouvrages, sur des témoignages, et tout cela évidemment corroboré fait que nous en arrivons à une vérité historique, tout simplement. Très bien. Donc, beaucoup de places disponibles dans cette licence Humanité? Oui, nous avons des places. Alors, pour vous donner un exemple très précis, nous avons à peu près une cinquantaine d'étudiants inscrits cette année, pour cette première année de licence Humanité. C'est à peu près les mêmes chiffres d'ailleurs pour la licence de lettres. En revanche, la licence LEA comporte davantage d'étudiants. Mais nous accueillons bien volontiers tous nos étudiants guadeloupéens, à condition qu'ils soient bacheliers et qu'ils aient le goût, n'est-ce pas, l'appétence pour ces disciplines diverses et variées. Je pense qu'il y a un grand intérêt effectivement pour ce genre de licence, puisqu'on est dans un carrefour effectivement des civilisations, et il va être très important de savoir ce qui s'est passé pour effectivement bâtir l'avenir. Donc moi j'ai une petite affection pour cette licence. Je vais passer aussi à la licence donc LEA, langue étrangère appliquée. Très important de maîtriser les langues étrangères. Ça doit être un prérequis techniquement d'en avoir au moins 2. Donc vous êtes focalisé sur anglais-espagnol pour l'intégration dans le bassin caribéen principalement? C'est tout à fait juste. Alors si vous le permettez, juste peut-être un petit rappel sur la licence Humanité. J'ai omis de préciser qu'elle s'appuie aussi sur un socle important de sciences humaines et sociales, en l'occurrence de la géographie, mais aussi de la psychologie, de la sociologie aussi, et enfin de l'anthropologie. Et c'est tout cela qui constitue cette richesse, et la densification donc d'une ossature, qui est celle de l'histoire, enrichie, renforcée, n'est-ce pas, par l'ajout des sciences humaines et sociales. C'était mon... Avec un petit ajout, avec nos références locales. Absolument, mais scientifiques toujours. Toujours. Voilà. On est d'accord là-dessus. Alors pour revenir à ce que vous disiez, oui, absolument, ce choix de l'anglais et de l'espagnol s'est imposé à nous, puisque nous évoluons dans un bassin caribéen qui est majoritairement hispanophone et anglophone. Comme nous souhaitons privilégier cette ouverture au monde, souhaitée par notre présidence, ouverture vers la Caraïbe notamment, il était pour nous logique d'étudier l'anglais et l'espagnol. Ça rentre effectivement dans la logique, mais si on doit pousser et passer à un point de vue international, par exemple vous avez été primé par la Chine pour les travaux que vous réalisez au sein de l'université, ce qu'on vous félicite d'ailleurs pour tout le travail qui est
été effectuées à ce niveau-là. Mais par exemple, des langues comme le mandarin qui rayonnent à l'international et qui paraissent de plus en plus importantes et qui prennent de plus en plus de place, est-ce qu'on ne devrait pas s'orienter pour avoir une maîtrise français, anglais, espagnol, la base, et après effectivement venir rajouter deux petites langues que sont peut-être le mandarin et éventuellement où est-ce qu'on pourra aller, peut-être du portugais, du russe, en tout cas des nations qui sont en train d'émerger, puisqu'on sait que les BRICS émergent, donc beaucoup de mouvements vont se faire entre ces pays. Donc est-ce qu'il ne faudra pas aller à terme, que la faculté aille à terme sur un LEA++, on va dire? Vous faites de l'ingénierie pédagogique, mon cher monsieur Luce. Alors, vous m'avez ôté les mots de la bouche, puisqu'il y a encore un an, eh bien, nous proposions en effet l'option mandarin à nos étudiants. Voilà, parce que j'ai entendu parler de cette... C'est tout à fait exact. Maintenant, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que, comme toute administration, comme toute institution publique, l'université est aussi comptable du point de vue financier. Et quand vous avez une formation qui propose du mandarin avec peu d'étudiants inscrits, malheureusement, il n'est pas toujours possible de la maintenir en l'état. Bon, mais toujours est-il que nous avons ces perspectives, bien entendu. Vous parliez tout à l'heure du portugais. Il ne s'agit pas non plus d'empiéter sur les plates-bandes de nos voisins, et pour ne pas dire de nos frères guyanais, puisque la Guyane, et là encore il y a une cohérence dans ce projet, enseigne le LEA avec cette option portugais par rapport évidemment à sa proximité avec le Brésil. Maintenant, le russe est une option intéressante. Encore faut-il, et c'est pour cela que d'où cette boutade sur l'ingénierie pédagogique, d'où la nécessité de trouver des ressources pédagogiques précisément. Et c'est parfois très difficile sur notre petit territoire de trouver ces ressources très spécifiques. C'est vrai qu'on peut y penser, mais c'est vrai que pour la mise en place... La mise en œuvre, absolument, est parfois plus difficile, plus délicate. Bon, on va regretter quand même la petite filière mandarin, mais qu'est-ce qui a fait défaut? On n'est pas encore prêt pour aller vers ces langues? Non, c'est-à-dire qu'il y a très peu de ressources pédagogiques. Pour tout vous dire, nous n'avions qu'une seule enseignante qui était vacataire chez nous, qui ne résidait pas très près du campus, donc avec des difficultés d'acheminement. Et puis il faut comprendre aussi que le recrutement à l'université de ces personnes, qu'on appelle donc des chargés d'enseignement vacataires, qui ne sont pas les titulaires de l'université, eh bien, est un recrutement qui obéit à certaines règles assez drastiques, encore une fois par rapport à des questions de contrôle administratif, contrôle budgétaire. Voilà. D'accord, donc il y a toujours dans vos réflexions un côté pratique, une bonne synergie avec les autres facultés pour ne pas trop qu'il y ait de doublons, et après vous avez des échanges qui se font entre étudiants. Bien sûr. Vous savez, monsieur Luce, je crois qu'aujourd'hui, l'image de l'universitaire et de l'université qui vivait reclus dans sa tour d'ivoire, c'est une image qui pour moi a vécu. Aujourd'hui, l'université des Antilles, c'est une université ouverte sur le monde, je le répète une fois de plus, pardonnez-moi, une université qui se veut aussi implantée dans son territoire et qui se confronte aux réalités de son territoire. Alors je pourrais parler des sargasses par exemple, je pourrais parler de l'histoire aussi en tant que problématique sociétale, sociologique, anthropologique, mais vous constatez que nous avons cette volonté de prendre à bras le corps les grandes problématiques de nos sociétés modernes. Alors en termes d'inscription, comment ça se passe? Écoutez, très simplement, pour les candidats qui sont aujourd'hui en terminale, l'ouverture du site Parcoursup arrivera d'ici quelques semaines, le 17 janvier pour être très précis. Et bien à partir du 17 janvier, donc il suffira aux futurs bacheliers de s'inscrire sur le site en cliquant sur faculté Roger Thomson, licence de lettres, licence humanité ou licence de langues étrangères appliquées. Pour ce qui est de la licence professionnelle, les choses se font différemment, c'est sur e-candidat qu'il faut se rendre. Bien sûr, je rappelle que cette licence professionnelle est accessible à des Bac+2, donc titulaire de BUT, titulaire de DUT, ancienne appellation, titulaire de BTS, naturellement, ou déjà titulaire de licence, qui souhaiteraient, le cas échéant, se réorienter. Tout est envisageable. Et pour les titulaires d'une licence, l'accès au master se fait de la même manière. Vous avez beaucoup de personnes qui sont en études à distance? Est-ce que c'est des formules qui fonctionnent ou bien on est encore sur site? Non, nous privilégions de toute manière les formations sur site parce que l'épisode malheureux, tristement célèbre de la crise sanitaire est derrière nous, Dieu merci. Il a révélé que nous pouvions travailler de façon différente, c'est une évidence, mais je crois que rien ne remplacera jamais le contact avec l'enseignant. C'est une chose précieuse et irremplaçable. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens effectivement voient à peu près où se trouve le site de la faculté. Très beau site, verdoyant, une bonne ambiance de travail, qui nécessite peut-être des travaux. Est-ce que ça nécessite des remises à niveau ou bien vous êtes bon à ce niveau-là?
Non, écoutez, nous avons la chance de bénéficier d'un campus qui est, pour ainsi dire, neuf, qui a une dizaine d'années, qui a été inauguré en grande pompe par M. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre de M. Hollande, qui, en découvrant les lieux, s'est écrié « C'est le plus beau campus de France ». Alors, cher monsieur Luce... C'est un beau site, non, faut dire la vérité. Je vous laisse faire la part des choses, du sens politique, pour ne pas dire de la démagogie, et de l'émerveillement réel, mais toujours est-il que nous évoluons dans un site qui est exceptionnel, avec la proximité de la Soufrière, et vous avez parlé d'un environnement verdoyant, c'est vrai. Alors, ne nous voilons pas la face, Saint-Claude n'est pas le Gosier, Saint-Claude n'est pas Saint-François, mais Saint-Claude a des atouts qui sont tout à fait extraordinaires, et en tout cas, Saint-Claude est une ville qui gagne à être connue. C'est notre premier partenaire avec la région Guadeloupe, et surtout, c'est une ville qui soutient ses étudiants, c'est une ville qui soutient son université, qui soutient son pôle universitaire. Et cela, c'est tout à fait précieux. L'étudiant qui a la volonté de réussir a vraiment tout loisir de le faire à Saint-Claude, parce qu'il est dans un cadre qui est exceptionnel et qui est propice aux études. C'est vrai que le cadre est vraiment magnifique, ça donne envie effectivement d'apprendre. Après, on a un problème effectivement sur l'attractivité au niveau du Sud Basse-Terre. Vous êtes un des principaux pôles d'attraction. S'il n'y avait pas la faculté, il y aurait probablement pas autant de jeunes finalement sur Saint-Claude, voire beaucoup moins, en tout cas dans tous les cas. Donc est-ce qu'il y a une volonté peut-être de mettre un peu de vie autour du campus pour que plus de personnes transitent par la faculté Roger Thomson? Bien sûr, par les événements que nous organisons, que ce soit avec le bureau des étudiants, que ce soit avec les collègues des différents départements qui organisent régulièrement des colloques, des séminaires, des symposiums, des journées d'études. Mais est-ce que c'est ouvert au public? Parce que quand on entend colloque, symposium à l'université, bon, on se sent un peu éloigné de tout ça. Vous êtes tous les bienvenus, monsieur Luce. Récemment encore, nous avons eu le bonheur d'accueillir le colloque de la Société d'Histoire de Guadeloupe. Tout le monde était convié, étudiants comme grand public. Encore une fois, je crois que l'université des Antilles a cette prétention et cette ambition de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à son environnement proche. Donc oui, bien sûr, tout le monde peut venir lors de ces manifestations, avec grand plaisir. Donc le bureau des étudiants, j'en ai parlé, mais aussi la mairie de Saint-Claude avec des événements qui lui sont propres et auxquels nous sommes conviés. Donc il y a vraiment interactivité entre nous. Et puis nous travaillons aussi avec les associations, nous travaillons aussi avec les collectivités que nous accueillons. Il y a une vie véritable sur le pôle universitaire de Saint-Claude. Ah mais le problème, c'est qu'à Saint-Claude, la vie est concentrée sur le pôle universitaire. Pas seulement, parce que, encore une fois, vous avez tout de même aussi, Dieu merci, un certain nombre d'administrations qui restent. C'est vrai qu'il y a de gros centres administratifs. Notamment la préfecture, le tribunal administratif, la DEAL, donc un certain nombre de grandes administrations. Par ailleurs, nous avons aussi la chance de partager les lieux avec l'IUT de Saint-Claude. C'est une composante majeure, une composante qui monte en puissance grâce à la maestria de sa directrice, Madame le professeur Guylaine Aurore. Et donc, grâce à l'IUT de Saint-Claude, eh bien, nous formons un tout, un ensemble qui, en effet, tend à se développer et à rayonner, non seulement sur le Sud-Basse-Terre, mais sur l'ensemble de l'archipel guadeloupéen. Et à l'international, comme on le disait tout à l'heure, puisque vous avez été repéré par la Chine, on va dire, ce qui n'est pas rien, sur plusieurs centaines d'établissements. On a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu, donc on sait qu'il y a un énorme travail derrière. Donc les conférences, les colloques prennent une dimension maintenant internationale, un cachet supplémentaire pour vous, donc c'est tout bénef. Tout à fait, c'est une évidence. Par ailleurs, nous avons à cœur de multiplier les échanges. Je crois que vous avez reçu récemment mon estimable collègue M. Bagui, qui travaille sur toutes ces questions avec la direction des relations internationales. Au mois de juillet, nous aurons la chance d'accueillir des étudiants américains d'une université américaine pour des échanges. Nous travaillons avec les collègues sur l'accueil probable d'étudiants colombiens. Bref, il faut faire du site de Saint-Claude un site international, c'est sa vocation. Dans tous les cas. Absolument. On veut voir tout le monde transiter effectivement sur la Basse-Terre et par cette faculté qui doit rayonner, parce que les lettres, les sciences, ça reste pour fouilleul, mais les lettres ont leur vocation, et plus je grandis, plus je comprends effectivement l'importance de toutes ces matières. Donc effectivement, j'invite vivement les jeunes à s'intéresser à tout ce qui est histoire, géographie. On n'aurait pas dit comme ça, mais c'est super important de savoir dans quel bassin on évolue, dans quel monde on évolue, puisque la société est complètement en transformation en ce moment, et je pense que ça reste une des bases à maîtriser. Si vous aviez un message justement pour les futurs étudiants, ce serait un message pour les inciter à venir à la faculté Roger Thomson, sur le campus du Camp Jacob, à l'université des Antilles, parce que, encore une fois, les conditions d'études sont tout à fait propices. Nous disposons aussi d'un petit campus
Monsieur Luce, mais qui est parfaitement équipé. Toute proportion gardée, nous avons eu à cœur, lors de la réflexion qui a été menée pour la construction de ces bâtiments, eh bien de réfléchir un peu sur un modèle américain, encore une fois en toute humilité. Ce qui fait que nous avons tout à portée de main pour l'étudiant. Amphithéâtre, laboratoire de langue, bâtiments sportifs, mais aussi bibliothèque universitaire, restaurant universitaire, bien sûr 2 résidences universitaires à proximité. Bref, encore une fois, l'étudiant qui veut réussir a vraiment tout sous la main, si je puis dire, et peut donc eh bien, se vouer totalement à ses études. Il y a un message pour la communauté scientifique. Pour la communauté scientifique, eh bien, je l'invite à venir à Saint-Claude, mais ça, c'est un travail qui se fait avec mes collègues des différents départements qui travaillent activement à toutes sortes de projets, ce pourquoi je les remercie vivement. Et j'ai la faiblesse de penser que nous avons aussi une présence tutélaire, une protection tutélaire avec donc cette faculté qui porte le nom d'un de nos plus éminents intellectuels, monsieur le professeur émérite Roger Thomson, qui est en quelque sorte notre ange gardien, scientifique et aussi symbolique. Voilà. J'aime beaucoup effectivement la vision de Roger Thomson. Roger Thomson dont on ne parle pas assez, hélas, certainement. Hélas. Mais j'ai la faiblesse de penser que désormais, eh bien, son nom existe pour l'éternité. En tout cas, vous y travaillez et ça c'est excellent. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de toutes ces formations qui sont offertes à la faculté Roger Thomson à Saint-Claude. Merci beaucoup pour le travail que vous réalisez et on attend effectivement vos nouvelles conférences et des conférences internationales qui se feront ici en Guadeloupe. Merci encore. Merci infiniment monsieur. On se retrouve après la pub.